Marc Perron, Chief of the Montreal Police Service. On September 13, 2010, Marc Perron became the 35th Director of the Montreal Police Department after 26 years of experience with that organization. Officially described as the Service de Police de la Ville de Montréal, or SPVM, Chief Perron commands the second largest municipal police force in Canada, with over 7,000 law enforcement professionals. Chief Perron. How did you do that? You did good morning? I'm going to do that in French, so if you want to use your headphone, make sure to catch me all the way down. Alors, bonjour à vous tous. En mon nom personnel et au nom de tous les policiers et policières du service de police de la Ville de Montréal, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues dans notre ville, notre belle ville de Montréal. C'est un privilège et un honneur pour moi d'être ici ce matin à l'occasion du début de cette prestigieuse conférence internationale d'Interpol. Pour nous, cet événement est une remarquable vitrine sur les plus récents développements en matière de balistique à travers le monde et s'inscrit dans la volonté de notre organisation de contribuer au partage des connaissances entre les services de police sur un plan national et international. Du coup, cette conférence devient un forum supplémentaire pour le partage des connaissances et des expertises à l'heure où la lutte des réseaux criminels à la cybercriminalité et la menace terroriste sont et demeureront parmi les grands défis des services de police au cours des prochaines années. Propulsée par le réseau Internet et l'explosion des nouvelles technologies de l'information, cette criminalité préoccupe les citoyens et peut avoir un effet variable sur leur sentiment de sécurité, particulièrement lors d'événements retentissants. Bien que les technologies de l'information nous ouvrent les portes sur un nouvel univers du savoir, elles servent également de refuge à un monde parallèle pour qui le cyberespace représente un festin de crimes qui baigne dans l'anonymat des auteurs. Ce que tout ceci nous enseigne, c'est que l'avènement du village global dont parlait déjà Marshall McLuhan en 1977 dans son célèbre ouvrage « The Medium is the Message » illustre l'importance stratégique d'Interpol. Car si la disparition des frontières entre les continents témoigne d'un plus grand rapprochement entre les peuples, elle signifie également qu'il appartient aux organisations policières locales, nationales et internationales de redoubler de vigilance pour s'assurer que la globalisation des échanges est empreinte de sécurité, autant pour le citoyen que pour l'État lui-même. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi dresser un portrait rapide du service de police de la Ville de Montréal qui assure la sécurité pour toute l'île de Montréal, soit la Ville de Montréal et les 15 autres municipalités. Responsable d'un territoire de 500 km² sur lequel réside une population totale de près de 2 millions de citoyens, notre service compte environ 4 700 policiers et policières, 33 postes de quartier que nous appelons des postes et des unités spécialisées, des services d'enquête, des patrouilleurs, des agents socio-communautaires, appuyés par 1500 employés civils. Le SPVM est le plus grand service de police au Québec et le deuxième en importance au Canada dans les corps municipaux. Nos relations avec les citoyens reposent sur un modèle qui met l'accent sur les relations avec la communauté en s'appuyant sur une approche de résolution de problèmes, mais surtout sur des partenariats de plus en plus ouverts avec les grandes collectivités sur le territoire. Évidemment, cette approche favorise l'établissement d'un lien de confiance policier-citoyen, ce qui est, selon nous, le point de départ de la légitimité du travail policier dans notre société. Ce principe de base définit notre vision du travail policier, laquelle exprime clairement qui nous sommes et quel est notre rôle dans la société. Car il n'y a que la confiance, le respect, la connaissance des particularités de chaque quartier et la compréhension du travail policier qui peuvent pleinement contribuer à l'amélioration de la qualité de vie au sein des communautés. Et j'estime que c'est là que se trouve la vraie nature de notre mandat. C'est à partir de cette vision stratégique du travail policier dans la société que nous élaborons nos plans de gestion des grands événements.
Je prendrai comme exemple le mouvement Occupy, qui a traversé la planète à l'automne 2011. Nous savons que ce mouvement social, né en Espagne, a rapidement mobilisé des centaines de milliers de citoyens partout à travers le monde, nécessitant un encadrement policier de tous les instants. La mondialisation des moyens de communication a accentué l'ampleur et la légitimité de ce phénomène, décuplant la place qu'il occupait dans les médias traditionnels, nourrissant à son tour la formidable capacité de mobilisation instantanée qui caractérise maintenant les médias sociaux. Dans cette perspective, d'un point de vue opérationnel et stratégique, les organisations policières de partout à travers le monde doivent désormais envisager différemment leur rapport à l'information et leur façon de concevoir le développement d'une situation, qu'elle soit de nature pacifique ou qu'elle endosse les allures d'une crise en gestation. Si nous étions habitués à détecter une situation en devenir sur une période donnée, suivre l'évolution de l'opinion publique dans la presse écrite et dans le bulletin de nouvelles de fin de soirée et anticiper une réaction et une mobilisation populaire dans les jours suivants, il nous faut aujourd'hui remiser cette conceptualisation de la mécanique évolutive d'un mouvement social au rayon des souvenirs et revoir nos chaînes de pensée. Il nous faut désormais composer avec une réalité où la fluidité extrême de la circulation de l'information alimente instantanément la remise en question des décisions des pouvoirs publics sur une échelle beaucoup plus grande que ce que nous pouvions concevoir jusqu'ici et ébranle la stabilité de l'État. C'est ce que nous avons vécu dans le mouvement Occupy, alors que tout ce qui se passait dans une ville était analysé à partir des événements en temps réel sur les 5 continents. Et même dans nos rencontres avec les Major City Chief Meetings qu'on a aux États-Unis et au Canada, cette question-là est à l'ordre du jour à chacune des rencontres pour pouvoir mettre ensemble tous les échanges d'informations et le renseignement qu'on pouvait justement obtenir de toutes les menaces dans chacun des mouvements, dans chacune des villes. Nos interventions locales étaient alors scrutées et analysées par l'espace mondial de l'Internet, des chaînes de nouvelles en continu et des médias sociaux. Ce qui est particulier, c'est que la fin pacifique d'Occupons Montréal ne signifie pas la fin du mouvement social pour nous, puisque 4 mois après, les manifestations étudiantes et le mouvement social ramenaient une nouvelle fois l'attention internationale sur nous. De février à septembre 2012, vous avez peut-être vu ces images diffusées par les médias de partout à travers le monde, des milliers de manifestants qui, jour après jour, défilaient dans les rues de la ville. Durant cette période, notre service de police a dû gérer plus de 700 manifestations, certaines parfois, oui, calmes et pacifiques, mais plusieurs d'entre elles étaient ponctuées d'actes de vandalisme lorsqu'elles n'étaient carrément pas violentes. Nos policiers ont affronté des situations très difficiles et une fois de plus, c'est en gardant à l'esprit les principes de notre philosophie d'intervention que nous avons pu maîtriser la situation et maintenir le calme dans les rues. À ce chapitre, l'Internet et les médias sociaux se sont révélés formidables réservoirs d'idées pour des mouvements contestataires en mal de reproduire ici les grands actes d'éclat de certains mouvements d'extrême gauche européens. Par exemple, les informations dont nous disposions à ce moment-là démontraient que certains actes de sabotage commis ici durant le mouvement social ont été inspirés par des actes similaires en Europe, notamment dans les transports publics en Allemagne et en France. Nous savons aussi que des groupes d'ici se sont abreuvés dans le cyberespace pour importer des techniques éprouvées de déstabilisation sociale, comme des foyers multiples de contestation simultanée sur un même territoire, les entraves à la circulation des biens des personnes, l'organisation de manifestations réunissant des foules hétérogènes, le leadership partagé dans les mouvements de contestation et la maîtrise du langage des médias traditionnels et des médias sociaux. Parce qu'il faut se souvenir qu'à certains moments, dans une même journée, nous pouvions avoir 4 à 5 manifestations majeures, c'est-à-dire en début de journée, lors de l'affluence sur le territoire pendant les heures de pointe, sur l'heure du dîner pendant les heures où est-ce que les gens se déplacent pour aller en rencontre ou avoir des dîners de travail, à la fin de la journée, au retour à la maison et des soirées aussi, des manifestations nocturnes pour venir perturber le climat social en soirée.
Toute volonté de restaurer l'ordre, de protéger les institutions démocratiques et d'assurer la sécurité des citoyens et des manifestants pouvait dès lors être présentée par les contestataires comme une tentative par les forces policières d'étouffer la volonté populaire de s'exprimer. C'est dans cette perspective qu'il faut aussi analyser le rôle collectif d'Anonymous, qui a fait son apparition au Québec en s'attaquant tour à tour au site du gouvernement du Québec, à celui de l'Association des directeurs de police du Québec, au commissaire à la déontologie policière, pour ne nommer que ceux-là. Anonymous s'en est pris par la suite au site Internet du SPVM sans grand succès. Bien que les effets nuisibles des actions d'Anonymous aient été à géométrie variable selon les organisations, les événements et même les pays, il n'en demeure pas moins que la nature de ce collectif, son discours et ses interventions montrent le potentiel considérable de perturbation que renferme le réseau Internet. Il illustre également la capacité de groupes plus ou moins organisés, résidant on ne sait où, à s'immiscer dans les débats publics et de stimuler le militantisme au nom de la défense des libertés, dont le droit de manifester. Sur ce point, comme je le disais précédemment, la globalisation des moyens de communication interpelle les services de police qui doivent être en mesure de réagir rapidement à un mouvement social dont les racines peuvent parfois être externes à l'État-nation. Voilà où se trouve le vrai défi pour les services de sécurité publique, car dans tous ces cas et dans bien d'autres, la mondialisation de l'économie et ses effets galvanisent l'opposition aux grandes décisions des États et des organisations internationales, provoquant un impact direct et immédiat sur la stabilité intérieure et la sécurité des citoyens. Quand on regarde ces phénomènes sociaux et qu'on les superpose à l'actualité nationale et internationale et aux enjeux sociopolitiques de l'heure, on peut faire des liens entre ces activités, qu'elles soient locales, et les grands enjeux aussi qui font la une des médias et qui, au terme, touchent l'ensemble des services de police aux quatre coins de la planète. Ainsi en est-il d'une certaine grogne populaire dans le contexte économique dont je viens de parler, moussé par les accusations de fraude et de corruption qui frappent la classe politique et économique d'ici et d'ailleurs. Et à cela s'ajoute le rôle des chaînes de télévision d'information en continu qui influencent quotidiennement l'état de l'opinion publique sur tout ce qui se passe en temps réel partout sur la planète. Ce rôle majeur se vérifie aisément quand on repense au travail des réseaux de télévision américains qui ont diffusé sans arrêt les moindres détails des événements survenus durant le marathon de Boston. À l'inverse, ce type d'événement incite l'opinion publique à demander aux policiers de jouer un rôle accru dans la société. Il en va de même avec la mondialisation des activités du crime organisé qui affectent le sentiment de sécurité de la population et pousse les citoyens et les gouvernements à demander également une plus grande vigilance policière, surtout en matière de cybercriminalité. La récente émergence de la cybercriminalité est un symptôme des dérives possibles à l'ère de l'interconnexion mondiale des réseaux d'information. L'accessibilité des biens, où qu'ils soient, à partir du confort de son foyer, le sentiment d'impunité des auteurs de ces crimes et la vulnérabilité des clientèles forment un terreau idéal pour les criminels qui peuvent eux aussi s'enrichir par le vol d'identité et la fraude tout en investissant un minimum d'efforts. Si nos organisations doivent intensifier leur collaboration pour faire échec à cette criminalité, nous devons également travailler avec les institutions nationales et internationales pour établir des protocoles d'intervention et d'échange qui rendront plus efficaces nos actions respectives. C'est dans cette perspective que le Canada signait à Budapest en 2001 la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe, une convention qui se veut un outil pour les sociétés contre les menaces de la cybercriminalité. Elle sert de ligne directrice pour tout pays qui élabore une législation exhaustive en matière de cybercriminalité, mais aussi de cadre pour la coopération internationale contre la cybercriminalité parmi les États partis à cette convention. Mais là ne s'arrêtent pas les dégâts causés par la cybercriminalité. La pornographie juvénile est une autre manifestation criminelle de l'utilisation de l'Internet. Je salue le travail de tous les services de police qui font des efforts pour démanteler ces réseaux et protéger les jeunes contre cette menace. Par ailleurs, l'actualité judiciaire remonte couramment à la surface de tristes cas de jeunes qui ont subi les affres du harcèlement,
des insultes et de menaces dans les médias sociaux, bien souvent de la part de leur entourage immédiat. Plus récemment, au Canada, 2 jeunes filles ont mis fin à leur jour ces derniers mois suite à la cyberintimidation. En octobre 2012, Amanda Todd, 15 ans, de Colombie-Britannique, s'est suicidée après avoir décrit ses souffrances dans une vidéo publiée sur YouTube. On la voyait avec une affiche lançant un cri à l'aide sur une affiche où on pouvait lire « I have nobody, I need someone ». En avril dernier, Rentai Pearson, 17 ans, de la Nouvelle-Écosse, s'est enlevé la vie après la parution sur Internet d'une photo montrant son viol durant une soirée entre amis. Ces images ont attiré l'attention des médias d'ici et d'ailleurs sur un phénomène dont nous avons probablement encore de la difficulté à mesurer l'ampleur et la gravité. Pardon. Ce que cette utilisation des médias sociaux nous dit, excusez-moi, c'est que les générations qui nous suivent éprouvent un besoin irrépressible de communiquer dans le cyberespace et que les risques qui y sont rattachés continuent à être perçus comme étant accessoires. Encore ici, il appartient aux services de police et aux agences gouvernementales de mettre en place une structure de communication capable de stimuler une prise de conscience sociale chez les parents et les éducateurs à l'égard des trous noirs du cyberespace. Tout ceci posera des défis considérables au cours des prochaines années pour les services de police du monde entier. Et les différentes pistes de travail passent entre autres par ici, Interpol. La première de ces pistes doit être le renforcement de la coopération internationale entre les organisations policières et j'en veux pour preuve l'affaire Magnota qui a attiré l'attention des médias du monde entier il y a 1 an. Alors que tout avait débuté par un meurtre sordide, l'affaire a très rapidement pris une tournure internationale quand nous nous sommes lancés à sa poursuite et que nous avons constaté que le principal suspect avait quitté le pays. Je dois souligner ici le travail remarquable de collaboration entre les services de police de plusieurs pays et le rôle névralgique d'Interpol dans cette poursuite policière internationale. Ce que l'affaire Magnota a montré, c'est l'efficacité des services de police à traquer les suspects, où qu'ils soient sur la planète, en toutes circonstances. Bien que la mondialisation du crime organisé soit d'une autre nature, il demeure que le message envoyé par les policiers du monde entier dans l'affaire Magnota fut très rassurant pour la population en termes de lutte à la criminalité. L'autre piste de travail importante touche l'évolution des technologies et des techniques d'enquête. Sur ce point, le programme des prochains jours est très éloquent. Il consacre le leadership d'Interpol en matière de lutte à la criminalité, sa formidable capacité d'adaptation dans un monde en constante transformation et son engagement à soutenir la communauté policière internationale au plan de la sécurité intérieure. La conférence qui s'ouvre aujourd'hui et qui est à l'image des stratégies que nous devrons déployer demain touche la mondialisation des échanges économiques et sociaux et s'alimente à la une de la globalisation des moyens de communication, entraînant son lot de défis pour la sécurité des citoyens, des institutions et des entreprises, la réponse des services de police du monde entier, qui doit en être de même nature. Elle doit reposer sur l'analyse empirique de l'évolution de la criminalité au cours des dernières années, la vigie des activités en développement et l'anticipation des tendances pour les prochaines décennies. Car l'avènement du village global ne fera que s'accélérer, ce qui inévitablement mettra encore plus en relief la présence d'éléments criminels ou perturbateurs qui participent à sa construction. Dans la mesure où cette internationalisation de la vie en société s'accentuera, la pression sur les pouvoirs publics pour assurer la sécurité du plus grand nombre, stimulée par l'attention accordée par les médias à la criminalité émergente, la capacité des services policiers à répondre à ces attentes sera davantage mise en relief. Il nous appartient donc tous d'y consacrer les énergies nécessaires quand la croissance exponentielle des réseaux de communication est elle-même un stimuli pour l'accroissement de nos échanges. C'est en continuant à stimuler le partage de l'expertise et la collaboration internationale, comme nous le ferons au cours des prochains jours, qui nous permettra d'être bien meilleurs. Je suis très honoré d'avoir eu la chance de vous
entretenir sur la situation, oui, de Montréal et nos différents enjeux, nos différents défis, mais je crois qu'une organisation policière qui se veut dynamique comme celle de Montréal est heureuse aussi de vous accueillir dans sa ville et de pouvoir partager avec vous cette conférence et nos leçons apprises du passé. Je vous souhaite une excellente conférence et beaucoup de réseautage et de partage des meilleures pratiques dans chacune de vos organisations. Merci à tous et bon colloque.